Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi de Bismarck tous les jours du lundi au vendredi. C'est en direct, très heureux de vous retrouver. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, la confiance, c'est la clé de tout. C'est ce que va nous expliquer un ancien négociateur du RAID. Il est passé des kidnappeurs aux négociations dans l'entreprise. On fera le point avec lui dans quelques instants. Smart et réglo, la rupture du contrat de travail en période Covid. Un avocat vous explique tout. Puis on fera une petite pause café avec Fanny Griesmer. Elle s'est intéressée à un sujet fondamental, c'est le nombre de choses un peu inutiles qui nous font perdre un temps fou tout au long de notre journée. Vous allez voir, le chiffre est assez extravagant. On fait beaucoup de choses inutiles dans la vie. Oui, c'est presque une chronique philosophique de Fanny aujourd'hui. Puis le cercle RH, on s'intéressera évidemment au DRH, le DRH de demain, à l'aune de la crise Covid, avec une transformation du monde du travail, avec de plus en plus de cadres qui ont envie de quitter leur entreprise. On fera le point, c'est un nouveau DRH qui se profile. Et puis fenêtre sur l'emploi, trouver un job avec des conseils pratiques de Tom Morisson. Il sera avec nous à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va parler aujourd'hui de la négociation. Alors vous la connaissez, on en a parlé sur ce plateau, de la négociation commerciale, évidemment, c'est une clé importante. On parle de la négociation là un peu plus sensible. On en parle avec Laurent Combalbert. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes CEO de Agence de Confiance. Alors l'entreprise s'appelle Trusted Agency, mais vous préférez Agence de Confiance. Je précise, votre profil il est passionnant. Vous êtes un ancien officier du RAID, d'abord engagé dans l'opérationnel, comme vous m'avez dit, on défonçait des portes, puis après vous êtes devenu négociateur, sujet très sensible avec des kidnappeurs, pour le dire directement, des gens qui enlèvent des cadres, c'est bien ça, et qui demandaient évidemment une rançon à la famille ou à l'entreprise. Ça a été votre premier travail. Et puis ensuite, vous avez créé, avec quelques autres au RAID, cette agence de négociation, et vous avez commencé à mettre un petit pied dans l'entreprise en donnant des cours à HEC, en découvrant le monde de l'entreprise, puis là, vous avez basculé dans un autre univers. Je précise, c'est important, parce que moi, j'écris des livres aussi, Négo. C'est votre premier livre ? Premier roman policier. Premier roman. C'est mon 25e livre. Ouais, mais ça c'est le roman. C'est le premier roman policier, c'est la première fiction que j'écris. Ce genre de livre, il faut les lire, c'est chez Calman Levy, il est sorti aujourd'hui. C'est une vraie fiction, mais par contre les personnages à l'intérieur, c'est des gens que vous avez croisés. Tous. Donc voilà ce qui donne ça donne de la chair. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Heureusement. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Absolument. Un mot sur vos activités précédentes qui font qu'aujourd'hui vous êtes, je dirais, excellent, performant dans les relations que vous avez avec les entreprises. Quels ont été les moments les plus périlleux, les plus difficiles de votre existence de négociateur au RAID ? Quand on a créé l'équipe de négociation au sein du RAID, la négociation se pratiquait, mais de manière très empirique. Il a fallu la structurer et en faire un vrai métier. Et donc on s'est retrouvé d'une activité qui prenait quelques minutes où on essayait de convaincre la personne de sortir et puis on passait à l'intervention, à une activité qui est devenue le cœur de la gestion de crise, puisqu'aujourd'hui presque 80% des opérations sont traitées par la négociation. Et donc les moments forts, c'est évidemment quand vous êtes seul face à face avec un forcené ou un preneur d'otage et vous avez 40 personnes du groupe d'intervention qui vous écoutent, qui vous regardent. Et il faut créer la relation, il faut créer le lien. Face à face comme on est là ? Alors, ou au téléphone ? On est plutôt au téléphone ou à distance dans ce métier-là, mais on essaie d'avoir le face-à-face parce qu'on a le visuel, on a le paraverbal, le non-verbal, on a plein d'éléments qu'on va obtenir et qui vont nous permettre d'être plus impactants dans la relation. Et il y a des mots-clés, puisqu'on va y venir pour l'entreprise, quand vous êtes dans une négociation avec un de vos clients, une entreprise qui vous dit voilà, on a une petite difficulté, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est quoi les éléments comme ça déclenchants qui ouvrent la négo ? Il y a 3 mots-clés, je pense. Le premier, c'est l'objectif, objectif commun. En négociation, on appelle ça un OCP, l'objectif commun partagé. On doit partager avec l'autre le même objectif, même un preneur d'otage, même un kidnappeur. Il a un objectif aussi, lui. À la prise d'otage de Fresnes en 2001, je verbalise au preneur d'otage que son objectif, c'est que tout le monde soit vivant à la fin. Lui, moi, nous, tout le monde. Et une fois qu'il l'accepte, on a fait 50% du travail. Vous créez les règles du jeu, en fait, en quelque sorte. On crée l'objectif à atteindre. Et donc, on doit chacun faire des concessions pour aller vers l'autre. Sur une négociation sociale, sur un plan social, sur un accord de compétitivité, il y a un objectif commun que tout le monde doit partager. Qu'on ne partage pas tous au départ, qu'on soit bien clair. Attention, c'est ça la difficulté. Et un des éléments clés, c'est la verbalisation de cet OCP. Une fois qu'il est accepté, tout le monde rentre dans la logique d'une vraie négociation. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on ne gagne pas à tous les coups. Et c'est vrai aussi dans les négociations de l'entreprise, parce qu'il faut quand même le reconnaître, ce n'est pas une science exacte que vous pratiquez. Ce n'est pas des mathématiques, c'est un travail sur la psychologie. Comment on fait là ? Quand on finit, que ça se finit mal ? Alors, le deuxième point qui permet d'être efficace, c'est la création de la relation.
La relation, une vraie relation. On doit créer une relation empathique, que l'autre se sente écouté et qu'on puisse être aussi assertif. Défendre son point de vue en acceptant celui de l'autre. Et parfois, on a des gens qui n'ont pas envie d'être dans la relation. Ils jouent pas là. Ou qui n'ont pas envie de transiger sur leur enjeu personnel pour se mettre au service d'un objectif collectif. Donc ça arrive et on débriefe. On débriefe pour savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qu'on aurait pu améliorer. Et on en fait tout le temps une source d'apprentissage. Donc il y a un débriefing puisque tout ça est évidemment enregistré pour essayer de savoir à quel moment ça bascule, à quel moment vous auriez peut-être dû... L'invitation qu'on vous fait aujourd'hui, c'est aussi pour parler de la confiance. Vous avez basculé, vous avez créé votre structure. Aujourd'hui, vos clients sont des entreprises, sont des DRH, même si vous me disiez qu'encore un tout petit peu, vous pouviez gérer quelques dossiers sensibles de prise d'otage. C'est vrai ça ou pas? Oui, bien sûr. Je reste consultant pour les assurances Kidnap and Ransom qui couvrent ce risque-là. D'accord. Mais effectivement, l'élément engageant, et c'est le troisième point dont on parlait tout à l'heure, c'est la confiance. Créer la confiance. Dans une relation de négociation, s'il n'y a pas confiance entre les parties prenantes, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme un amour. Il faut que les deux parties aient envie de se faire confiance. Et donc, dès lors qu'on a réussi à déclencher cet élément, on peut commencer à négocier. Aujourd'hui, vous conseillez les DRH, ça c'est important de le préciser, c'est-à-dire que on change de paradigme, on n'est plus dans le cadre de groupes mafieux venus de Colombie, de Brésil ou du Venezuela, là on est avec des entreprises qui ont des difficultés sociales, qui vont s'opposer à des syndicats, il faut le dire de manière très claire. Là, à ce moment-là, vous êtes engagé pour accompagner le DRH qui vous dit, moi, je suis collé au mur, ils vont me kidnapper, ce qui est arrivé plusieurs fois. Les séquestrations. Séquestration, c'est assez fréquent. Là, vous commencez à engager un travail. On commence par quoi, là, les premières étapes? On commence par la confiance en soi. On travaille sur la confiance en lui du DRH ou de la DRH, ou en elle de la DRH. Il faut l'armer de... Il faut se sentir solide. Parce que si vous êtes en préparation, serein, vous gérez votre stress, mais que quand vous êtes face aux gens qui sont en face de vous, qui peuvent être des délégués syndicaux ou des collaborateurs à qui vous annoncez que vous fermez la moitié du site ou vous fermez un atelier ou vous allez ne pas augmenter les rémunérations à cause de la crise, mais il faut être sûr de soi, sûr de ce qu'on va dire et capable de gérer ses propres émotions et son propre stress. D'accord. Et puis ensuite, c'est le lien de confiance avec les autres. Le lien de confiance avec les gens qui sont autour de vous. Ce qui m'a marqué quand je suis passé dans le monde de l'entreprise, ça date d'une quinzaine d'années, ça commence à faire un petit moment, mais c'est que quand j'étais au RAID, j'avais les preneurs d'otages ou les kidnappeurs, je les avais qu'une fois. Oui, c'est vrai. Le premier DRH que j'ai accompagné, il me dit, écoute, moi dans mon métier, je les ai tous les jours les gens. Donc je ne peux pas me permettre de ne pas être réglo, de ne pas être dans les règles. On applique des négociations éthiques et responsables. C'est vrai. Parce que la confiance, c'est un des assets de la négociation. C'est une des choses qu'on va négocier. Vous pouvez arnaquer quelqu'un sur une négo. Vous pouvez arnaquer un délégué syndical, vous pouvez arnaquer un DRH. Ça ne marche pas parce que derrière... La fois suivante, vous êtes cuit, bien sûr. Bien sûr. Vous tuez la réciprocité. Je ne l'ai pas dit parce que vous parlez d'ONG, c'est important parce qu'au-delà de vos activités, je dirais business, il y a Nego for Good, qui est une ONG qui justement, elle sert à quoi cette ONG, qui est un élément supplémentaire à votre activité? On l'a créée justement avec un certain nombre de personnes, de DRH, de gens de la RSE, sur la négociation éthique et responsable, pour promouvoir des règles de négociation qui font que la confiance fait partie des choses qu'on négocie. Et que ce n'est pas de l'embrouille, que ce n'est pas essayer de rouler l'autre. La manipulation, c'est un outil de négociation que certains utilisent, comme le mensonge, comme le rapport de force, comme la menace, mais ça ne marche qu'une fois. Dans la durée, ça ne paye pas. Aujourd'hui, j'ai un track record sur la négociation d'entreprise qui me permet de vous affirmer que les entreprises qui négocient de manière éthique et responsable, dans la durée, elles gagnent beaucoup plus que celles qui tordent le bras et que celles qui jouent en force. Donc ça veut dire que les conseils que vous donnez à ces DRH, c'est arme-toi de confiance, sois forte, sois solide sur tes pieds, si on veut parler en métaphore sportive. Et puis ensuite, c'est regarde-le dans les yeux et c'est pas de l'avoir. Ouais. Et puis comprends son enjeu, comprends son point de vue pour faire en sorte d'arriver à une conjonction, d'arriver à un objectif commun. Là, en ce moment, vous avez des dossiers, j'imagine, sans déflorer évidemment les entreprises, que vous ne le ferez pas, mais on sent cette crise Covid, là, les conséquences de cette crise, vous les sentez, vous, parce que vous êtes en première ligne, là? Oui, on a de plus en plus d'assistance sur des négociations, de plus en plus de sollicitations pour porter conseil aux entreprises et sur des négociations de plus en plus difficiles. C'est-à-dire où avant, il y avait des portes de sortie potentielles. Aujourd'hui, dans certains cas, il n'y a pas de porte de sortie. C'est fermeture d'une activité, Jour, nuit, il n'y a pas de... Donc là, c'est très compliqué quand même à gérer. Hein. Oui, alors après, ça me rappelle ce que je faisais quand j'étais au RAID. On était de permanence tout le temps et l'heure et le temps ne sont pas une contrainte. Mais on a souvent des DRH face à nous qui ne sont pas habitués à ça, et qui ont cette envie de trouver des solutions. C'est aussi ce que je trouve intéressant dans ce métier, c'est qu'on a des DRH qui sont dans la même logique que nous, négociateurs. On doit régler ça de manière pacifique et que tout le monde obtienne ce qui est juste à la fin. Donc effectivement, la justice, parce qu'il y a cette idée de pouvoir être récompensé des efforts qu'on a fait dans l'entreprise. C'est un des arguments utilisés. Avant de nous quitter, ça
Ça vous manque un peu l'adrénaline de la négo, c'est-à-dire quand vous partez en mission et que vous savez que vous avez une négo à faire, il y a comme un sportif, je dirais, de haut niveau, une adrénaline. Ça vous manque pas, ça? Alors, l'adrénaline du raid, évidemment, elle me manque parce que quand je vois les collègues partir en intervention, mes anciens collègues partir en intervention, puis j'ai encore beaucoup de contacts avec eux. C'est une famille. Oui, on reste en contact et puis c'est un métier extraordinaire. Mais aujourd'hui, je retrouve cette même adrénaline sur une grosse gestion de crise, sur une situation sociale ou commerciale tendue. On a le même feeling, le même goût du risque. Laurent Combalbert, agence de confiance, on a bien vu le travail que vous meniez auprès des DRH. Vous n'êtes pas toujours en frontal, il faut le dire. Ouais. C'est pas vous qui êtes en négo avec les syndicalistes, parce que c'est vrai que ça créerait peut-être une confusion, j'imagine. Oui, puis on n'est pas légitime pour être au contact. Par contre, on arme les gens qui vont partir à la discussion. Armer les gens, c'est un mot. Les armes psychologiquement. Psychologiquement, très intéressant. Négo, je voudrais revoir la couve, parce que c'est intéressant, les livres écrits par des négociateurs ou d'anciens policiers, des gens qui, à travers des fictions, racontent finalement un peu leur histoire. Tous les personnages sont réels, tous les noms ont été changés bien entendu, et ça sort, parce que ça sort aujourd'hui, on va voir la couverture si tout va bien, ça sort chez Calman Lévy, vous êtes professeur HEC Paris, on l'évoquait, au CNAM, et puis signalons aussi Nego for Good, qui est cette ONG sur l'éthique, sur la façon dont on va pouvoir partager quelque chose et avancer ensemble, parce que c'est de ça dont il est question. Merci Laurent d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est un focus juridique. Alors là, on revient au droit, rien que le droit. Encore qu'il y a beaucoup de droit dans le travail que mène Laurent Combalbert. Les ruptures de contrat dans cette période Covid, c'est pas si simple. On en parle tout de suite. Smart et Réglo, le focus juridique chaque jour sur notre antenne pour avoir un éclairage précis d'un avocat et d'un juriste sur des points extrêmement précis. Estelle Damilano, merci Estelle d'être avec nous. Bonjour. C'est votre premier passage dans Smart et Réglo. Tout à fait. Mais peut-être qu'il en préfigure évidemment bien d'autres. Experte en droit social chez Information Décisionnelle. On parle de la rupture du contrat de travail pendant cette période de crise. Concrètement, est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle s'applique de la même manière? Est-ce que cette crise Covid, j'ai envie de dire, a apporté des garanties supplémentaires dans le cadre d'une rupture de contrat de travail? Alors, le droit social n'est pas assez adaptable. Il n'est pas souple au point de s'adapter aux crises. Non, ça aurait été bien, effectivement, de prévoir un nouveau cadre dans le cadre de cette pandémie. Malheureusement, le droit social a un temps plus long. Du coup, la rupture du contrat de travail obéit encore aux anciennes règles, c'est-à-dire de justifier d'un motif avéré, non lié à la pandémie. Puisque, bien sûr, d'être malade ou d'être en difficulté économique pour l'instant n'est pas un motif suffisant. C'est pas un motif suffisant. On ne peut pas faire valoir le fait d'avoir été contaminé, puis malade, et parfois avoir des séquelles, puisqu'il y a aussi des salariés qui ont des séquelles longues, pour justifier le fait de rompre son contrat de travail et d'avoir les droits qui vont avec. Alors, la maladie est un motif discriminatoire, bien sûr. On ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il est malade ou qu'il a été contaminé par la Covid-19. On ne peut pas rompre un CDD d'une manière anticipée, ça vous nous le confirmez. Là, on se place du côté de l'employeur qui dirait je romps ce CDD anticipé, c'est-à-dire je lui avais donné 9 mois, je romps au bout de 4, parce que la crise Covid, comment on fait là? Comment fait l'employeur? Non, malheureusement, le CDD a été embauché pour une période bien précise. Et si l'employeur veut évoquer des cas de rupture, par exemple, comme la force majeure, ça va être difficilement évocable. Pourquoi? Parce que la force majeure a le caractère extérieur, imprévisible et irrésistible. Or, c'est difficilement admis en droit social. Par exemple, vous savez, au moment de la pandémie du chikungunya, absolument, qui était le moustique tueur. Exactement. Absolument. Et même ça n'avait pas été reconnu comme un cas de force majeure pour rompre le CDD. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, parce que c'est un moustique qui handicapait le corps, qui bloquait les articulations de mémoire, et qui devait empêcher de travailler dans des conditions optimales. Oui, mais d'un point de vue de l'employeur, les juges, en tout cas la Cour d'appel, avait reconnu que c'était une région où il y a beaucoup de moustiques. Exact. Et donc, il aurait pu le prévoir, en fait. Et là, maintenant, pendant la pandémie, bien sûr, on pourrait toujours évoquer ce caractère-là, mais faut pas se leurrer, l'imprévisibilité, là, maintenant, tout le monde sait qu'on est parti pour une pandémie assez longue et de rompre de façon anticipée semble difficile. Par contre, on peut bien sûr
faire de l'activité partielle pour le CDD. Le CDD est éligible à l'activité partielle. D'accord, donc Voyez. il bénéficie de l'activité partielle Bien sûr. et peut effectivement être... Alors, parenthèse d'ailleurs, j'ai vu que les droits au chômage, le 84% brut, passaient à 72, là, c'est passé. Hein. C'est-à-dire que les employeurs vont avoir un reste à charge plus important, me semble-t-il. Hein. Alors, c'était le plan. Non, mais c'était ce le qui plan, était mais ça y est, prévu. c'est arrivé. Non. C'est repoussé. Voilà, on a un décret qui repousse encore. De combien, là ? Voilà. Là, pour l'instant, jusqu'à fin février. Fin février, c'est-à-dire que fin Tout à fait. février, il y a encore la possibilité d'avoir son chômage partiel, Voilà. son chômage Après, à 84% du brut. Et après, on Voilà. passera à quoi ? 70% ? Alors, 60% pour l'employeur, 70% pour le salarié. Et puis surtout, le but, c'est que derrière, le remboursement soit beaucoup plus bas. Et Un reste à charge. voilà, et on serait à 36% de remboursement. Sans effrayer nos amis hôteliers et restaurateurs, hors secteur protégé, qui Bien qui sûr. sont les secteurs que je viens Voilà. de citer. Là, les hôteliers sont sur un secteur vraiment protégé. Là, Juste un point d'ordre pratique, on en a beaucoup parlé, puisqu'on parle beaucoup de ces... Alors c'est un peu gris comme chronique, puisqu'on on anticipe cette crise bien sûr. avec des entreprises qui commencent déjà à s'organiser, à préparer leurs plans sociaux, à réorganiser et à ventiler leurs salariés. Est-ce qu'on peut organiser un entretien préalable de licenciement en visio, ou est-ce qu'il y a une obligation de présentiel ? Alors, c'est une bonne question. Si vous m'aviez interrogé il y a un an, tout juriste aurait dit non. Ah non. Mais jamais, surtout pas. Il faut être présent. Voilà, exactement, pour pouvoir se défendre. Voilà, sûr. exactement. Et il n'y a aucun cadre légal. Le Code du travail n'a pas été modifié. La Cour de cassation ne l'admet pas. Elle dit un entretien téléphonique, ce n'est pas possible. Ah bah non. Les cours d'appel sont fluctuantes. Certaines, par exemple, à Rennes, ils vont l'admettre, mais pas à Grenoble. Vous voyez, donc il y a un problème de cadre juridique. Par contre, maintenant, face à la pandémie, tout le monde a dû s'adapter. Et si on prend le risque de le faire, il y a deux garde-fous à respecter. Déjà, premièrement, l'accord du salarié. On ne va pas lui imposer. On lui dit, est-ce que vous êtes d'accord ? Et le deuxième garde-fou, c'est l'assistance. En fait, dans un entretien, il faut être assisté. Donc, il faut qu'il soit... Délégué du personnel ou un salarié extérieur, Exactement, voilà, tout à fait. Si le salarié refuse la visio, ça repousse d'autant, et donc il continue à être payé par l'entreprise ? Alors là, on est sur le délai de convocation d'entretien préalable. Il y a un délai ? Oui, bien sûr. Le salarié, si ce n'est pas un licenciement pour faute grave, il est toujours payé. Il est en train de travailler, tout à fait. Avant de nous quitter, l'experte que vous êtes en droit social, est-ce que vous pensez que le législateur ou même la jurisprudence va faire évoluer le droit ? Parce que cette pandémie, elle dure, elle pose différentes questions qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'il faut la modifier et dans quelle direction, selon vous ? Alors, je pense que... Je vous donne une grosse responsabilité, là. C'est énorme. Je pense que le droit social va évoluer. Il a déjà évolué, là, depuis mars. De s'auto-prescrire des arrêts maladie, auparavant, c'était invraisemblable. Maintenant, maintenant, c'est possible. Le gouvernement a dit, si vous avez le Covid, vous arrêtez tout de suite. Exactement. C'est ça, alors qu'ils ne sont même pas malades. Vous voyez, donc ça, c'était impensable pour un juriste en droit social auparavant. Donc, je pense que tout est possible. Et il y a eu énormément de décrets, d'arrêtés. Et puis, le droit social va devoir s'adapter à la réalité des entreprises et au télétravail et au travail à distance. Vous nous dites, il faut le rappeler, hein, le gouvernement avait dit, si vous êtes malade, vous vous arrêtez de travailler, il faut quand même ensuite rectifier par un arrêt maladie. Enfin, j'imagine qu'il faut quand même... bien sûr. On est d'accord. En fait, mais c'est juste qu'on ne va pas voir un médecin, on s'autodéclare. On s'autodéclare. Voilà. Puis, il faut quand même justifier par une feuille... En fait, l'assurance maladie édite un arrêt de travail sans voir le médecin. C'est ça, c'est ça. Un dernier mot peut-être sur les évolutions de ce droit social à l'aune de ce Covid. Quels sont les éléments qui ont évolué par la jurisprudence, par les actes ? La grosse évolution, bien sûr, c'est l'activité partielle. C'est une explosion de textes, de possibilités, de prise en charge. Et je pense effectivement qu'on va aller aussi sur le droit du licenciement économique, qui est amené à évoluer, puisque auparavant, il fallait vraiment des difficultés avérées, longues. Là, c'est plus compliqué. Là, est-ce que la jurisprudence ne va pas devoir s'adapter ? Tout à fait. Absolument. Et là, on rentre dans cette période d'incertitude, puisqu'on nous annonce à partir de mars, dans un mois et demi, évidemment des plans sociaux qui vont s'accumuler. Oui, je ne vous cache pas que nous, nos clients commencent à nous interroger de façon importante. Ils ne sont pas encore forcément à les faire, mais ils sont obligés de se préparer, de savoir le motif. En plus, ils ont souscrit pour la plupart des engagements en termes d'emploi, puisque du coup, pour renouveler l'activité partielle, il faut s'engager en termes d'emploi. Or, si on licencie pour motif économique, du coup, on ne respecte pas ces engagements, on devra rembourser. On ne l'a pas assez dit, il y avait bien un donnant-donnant aussi. Il y a de l'activité partielle, mais attention, gardez vos salariés. C'est le principe de l'activité partielle, c'est-à-dire qu'on vous soutient
Mais prend en charge les salariés. vous gardez vos salariés. Voilà. Et Ouais. c'est vrai que le problème, c'est que la période est tellement longue qu'au bout d'un moment... Quoi qu'il arrive, ça l'engagement- casse. On n'espère pas. On n'espère pas, évidemment. Estelle Damilano, merci d'être venue experte en droit social chez Information Décisionnelle. Voilà des points précis et c'est intéressant d'entendre des juristes sur ces sujets et sur l'évolution du droit parce qu'il vit, le droit est vivant. Surtout le droit social. Et le droit social en particulier. Merci beaucoup. On fait une petite pause café. Vous connaissez notre rendez-vous évidemment maintenant avec Fanny Griesmer. Elle nous parle du temps qu'on perd au travail. On perd un temps fou. Elle nous explique tout. Fanny Griesmer, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque jour. On parle aujourd'hui d'un sujet alors, qui vous a interpellé avec des chiffres totalement extravagants. C'est le temps que l'on perd au travail en des tâches inutiles, en des tâches tout à fait bullshit pour certaines d'entre elles. Alors, pas totalement inutile, on va le voir. Totalement. Non, j'ai vu qu'il y avait les mails, on va en parler, il y a tous ces sujets. Il faut les relire, il faut les envoyer, il faut les préparer. Mais il y a quand même, on a de la perdition sur une journée quand même. Alors, sur une journée, même sur une semaine, Oui. elle est estimée à 6h et 5 minutes. C'est le temps que l'on perd chaque semaine au travail. C'est le résultat d'une étude menée auprès de 13 000 employés dans le monde, dont 2 000 en France, par Asana, une plateforme de gestion du travail à distance. Un temps considérable gâché dans ce que l'on appelle le work about work, c'est-à-dire C'est bien. toutes les tâches de coordination. En somme, ce sont toutes les activités qui vous empêchent de vous concentrer sur le travail qui compte et pour lequel vos compétences sont reconnues, nécessaires, celui pour lequel, en fait, vous avez été embauché. Ce sont des tâches banales, mais très chronophages, dont la plupart des salariés estiment d'ailleurs qu'elles font partie intégrante de leur travail. 6h et 5 minutes, peu importe le secteur C'est un et la chiffre, taille de l'entreprise, ça me semble énorme. C'est pas loin d'une journée de travail. Bah oui. Donc, si on reformule, Et c'est un coût pour l'entreprise, c'est ça. que vous pourriez gagner par semaine si vous étiez mieux organisé. D'accord, donc ça veut dire que vous nous dites, il y a deux options, soit l'entreprise trouve que ça coûte trop cher et qu'elle dépense trop, soit le salarié dit, mais je peux presque avoir une journée de libre si je m'organise mieux. Et ben, c'est la semaine des 4 jours. On va y revenir, mais c'est l'un des défis aussi des DRH demain. Bah ouais, Organiser on en parle ce après. travail. On va en parler. Hein. En tout cas, voilà, qu'est-ce qui nous fait perdre autant de temps? La première tâche, c'est les emails. Bah oui. On les consulte, on les traite, on y répond, sans compter les allers-retours incessants. Je sais de quoi je parle. D'autant que le mail, c'est la distraction numéro 1 au travail. Bah oui. Bah oui, On votre occupe son messagerie temps. est tout le temps ouverte. Vous avez une petite alerte sonore, visuelle, qui vous dit coucou, voilà, vous avez un mail. Et puis, bah voilà. Vous êtes en train de travailler, vous voyez la notification, soit vous vous jetez dessus pour y répondre, soit vous attendez, mais en fait vous avez été dérangé dans votre travail et là c'est beaucoup, vous mettez beaucoup de temps à vous Vous reconcentrer. vous rappelez d'Olivier Siboni? Exactement. Eh oui, les 23 minutes pour se remettre vraiment Alors là, à 100%. Vous vous rendez compte, hein, si on met tout bout à bout, C'est beaucoup, il y hein. a de Ouais. sacrées phases où on est un petit peu entre deux eaux. Autre point, la multiplication des applications ou logiciels. Nous utilisons en moyenne 10 applications différentes et on passe de l'une à l'autre 25 fois par jour. Temps perdu dès lors qu'on switch entre deux applications. Alors, ces applications, elles sont nécessaires, d'autant plus à distance, non seulement pour travailler, mais aussi pour se coordonner avec ses collègues dans le cadre d'un travail en équipe, pour réfléchir collectivement, se transmettre les informations. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas si bien. Nous passons presque 5 heures par semaine à repasser derrière le travail de nos collègues. Donc on refait le même travail. Donc c'est totalement inutile pour le coup. Il y a aussi beaucoup de contrôle, il faut préciser, on contrôle le travail de l'autre. C'est ça. Et généralement, ça fait. Et puis ça redescend et ça multiplie monte. aussi les allers-retours. Et puis à cela, on ajoutera aussi les heures de réunion. Des réunions qui ne sont pas toujours nécessaires et qui vous concernent pas toujours. La réunionnite. Non plus. Voilà, mis bout à bout, c'est énorme et ça donne 6 heures et 5 minutes. Bon, c'est une moyenne, bien sûr. Alors, le confinement, les confinements, j'ai envie de vous dire. Ça modifie et forcément. Le télétravail n'ont rien à arranger du tout. Ça a même amplifié le phénomène. À distance, et oui, il a fallu réorganiser le travail. Et c'est là que je parlais du défi du DRH de demain. Redéfinir les rôles de chacun, réorganiser, réapprendre à travailler en équipe, à se coordonner, tout en maintenant le cap et en gardant des objectifs bien précis. Mais quand on y réfléchit bien, le work about work, ça ne se contente pas seulement de rendre nos journées plus longues et plus difficiles, il empêche la réalisation des tâches du concret. importantes, du concret, ce pourquoi vous avez été embauché. Et ça se traduit bien sûr par une multiplication des retards sur des projets, un non-respect des délais et bien sûr des efforts inutiles. À la clé, pas que du positif, vous l'aurez bien compris, du stress,
des difficultés à déconnecter, et ça on en a beaucoup parlé sur ce plateau, un risque de désengagement, voire de burn-out. De perte de Alors temps. je vais quand même aller voir, bon là c'est vraiment très ancré télétravail, mais avant, on ne va pas se cacher, au bureau on perdait énormément de temps. Bien sûr. Le recours massif au télétravail a accentué bien sûr ceci. Il y en a certaines qu'on va retrouver dans les causes. La cause numéro 1 de la perte de temps au travail, les discussions avec les collègues. Et oui, vous croisez quelqu'un, et on papote. Vous allez à la pause café, la machine, Non, ça fait un bien fou. s'éternise, votre café est froid, mais vous restez quand même. Mais on en reprend un deuxième. Voilà, exactement. Viennent ensuite les nuisances de l'open space. Oui, vous avez les coups de fil, les collègues qui sont en train de discuter, ça vous empêche de vous concentrer. Bon, jusque-là, voilà, si vous êtes en télétravail, aujourd'hui, on peut dire que c'est de l'histoire. Beaucoup ont bien travaillé en télétravail, on trouvait qu'ils étaient plus productifs. Plus au calme. Mais il y a aussi l'utilisation d'Internet à des fins personnelles. Facebook, YouTube et Wikipédia parmi les sites les plus consultés au travail. Sans compter bien sûr les communications personnelles, messages en tout genre, les SMS, les WhatsApp, les Messenger et les coups de fil personnels sur le téléphone portable. Et là, même en télétravail, j'ai bien peur que ce soit toujours d'actualité. Merci Fanny. Redites-moi, work about work, c'est ça? Le work about work. About work. En fait, Non, c'est du formidable. travail qui permet d'organiser son travail. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est le travail dans le travail. On est son propre PDG, c'est ça. Organisez-vous, pas trop de papotage, évidemment. Et puis on parlera aussi du temps que l'on perd à chercher les objets. J'ai vu qu'il y avait des études incroyables sur le temps qu'on perdait. Son stylo, par exemple, ce qui est mon cas assez fréquemment, son téléphone, ses feuilles, et c'est du temps énormément de perdu. Mais même, il y a un vrai enjeu sur même l'espace de travail, comment il est organisé, notamment sur les réseaux, pour pouvoir trouver facilement des dossiers qu'on partage. Et on perd un temps fou à chercher ces dossiers. Merci Fanny. Merci à vous. On se retrouve demain, évidemment, puis vous avez finalement amorcé le débat qu'on va vous présenter tout de suite, le cercle RH, sur le DRH de demain. Alors c'est le DRH 2.0, on parle évidemment du numérique, puis c'est aussi un DRH hybridé avec des salariés qui ont évidemment évolué, qui se sont transformés à l'aune de cette crise Covid. Une plupart des cadres ont envie de partir au vert, ont envie de quitter leur entreprise, et le DRH, il doit gérer tout ça, sans compter évidemment les plans sociaux et la réorganisation des entreprises, qui est un autre sujet très sensible. C'est le cercle et c'est notre débat du jour. Et puis je vous retrouve juste après cette courte pause. Les DRH, on en parle aujourd'hui. On va essayer de dessiner, de peindre le portrait robot de ce DRH de demain, peut-être même le DRH d'aujourd'hui. Il a beaucoup évolué parce qu'avant, vous vous rappelez, on l'appelait le directeur du personnel. Oh là là, on allait voir le directeur du personnel. Ça existe encore, c'est une vieille école. On allait voir le directeur du personnel pour gérer les payes et parfois pour gérer son départ dans l'entreprise. On allait prendre sa petite lettre et on rentrait. Le DRH, c'est plus ça. Il est évidemment multifonction. On l'appelle même le couteau suisse. Il est devenu un couteau suisse et on va en parler évidemment avec mes invités. Il y a la crise Covid qui est passée par là, il y a la digitalisation, il y a l'évolution du travail au sein de l'entreprise, et puis il y a évidemment la partie sombre qui est évidemment sa mission de réorganiser et d'accompagner, parfois même de se séparer de collaborateurs. C'est une de ses missions. On fait le point avec mes invités. Benoît Serre est à mes côtés, vice-président de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, et vous êtes senior partner au BCG, vous-même ancien DRH. Bonjour Benoît. Je le remets dans l'actualité, c'est pas pour revenir sur ce que vous avez évoqué vendredi dernier, après la mort d'une de vos collègues, mais de deux collègues, Pôle emploi et une DRH au sein de l'entreprise, et un collègue en Alsace. Il y a quand même aujourd'hui des tensions très fortes, on y reviendra, à l'aune de ce fait divers, la position des DRH, la façon dont ils doivent parler et se comporter, évidemment, a une incidence, et on va y revenir. Emmanuel Tognuti est avec nous en visio. Vous êtes entrepreneur et coach de dirigeants spécialisé dans l'éthique, parce que la notion d'éthique est très très importante. On vous découvre, vous êtes derrière moi. Et puis sur ce plateau, François-Xavier Vanini. Bonjour François-Xavier, vous êtes DG France de Coach Hub. Le Hub, ça fait penser aux aéroports, c'est l'endroit où se rencontrent les trains et les avions. Vous êtes évidemment une plateforme de coaching B2B, et on reviendra sur la mission que vous vous êtes fixée au sein de votre entreprise, qui est un coaching personnalisé pour essayer d'accompagner au mieux, puisque vous avez vu, vous avez peut-être entendu, on avait un négociateur du RAID qui est aujourd'hui un accompagnateur de DRH en plans sociaux, vous le connaissez, oui, très bien. C'est le sujet de l'accompagnement. Benoît Serre, il y a eu ce fait divers dramatique, vous vous êtes beaucoup exprimé dans les médias, et à chaque fois on vous a posé cette question, dans les grands médias mainstream, vous êtes ancien DRH, le DRH c'est bien connu, c'est la personne qu'on va voir quand on est viré, et à chaque fois vous faisiez un air un peu dépité, c'est pas ça le DRH. Non, en fait c'est surtout on en parle
quand il y a des crises sociales. Mais le quotidien d'un DRH, heureusement d'ailleurs, c'est pas ça. Si je fais un bilan, j'ai passé plus de temps à embaucher, à former, à accompagner, à faire grandir des gens, à écouter, à protéger, qu'à licencier. Ça m'est arrivé, évidemment, ça m'est arrivé comme à tous les DRH, mais c'est qu'un bout de notre métier. Je pense que cette espèce de vision, elle vient à la fois du côté un peu sensationnaliste, par moment, on va parler que des choses qui fâchent, et puis l'autre, c'est qu'effectivement, en France en particulier, le DRH, il a un poids de la relation sociale tellement lourd qu'on a l'impression qu'il ne fait que cela. Et c'est pas la réalité. Mais le drame qu'on a vécu fait que, grâce aux médias et grâce à vous et grâce à d'autres, on a été invité à réagir sur ce drame. Et du coup, ça nous a donné à tous l'occasion, à Audrey Richard, la présidente, ou à moi-même, de rappeler ce qu'est la vie et le métier d'un DRH. Juste d'un mot, je vais donner la parole à mes deux invités, l'un est en visio, l'autre est avec nous, mais c'est vrai que les DRH dans une entreprise, je ne connais pas toutes les entreprises, c'est quand même des gens un petit peu qui sont en deuxième rideau, et j'ai l'impression qu'à l'aune de cette crise Covid et à travers ce fait divers dramatique, on est en train de découvrir ou de redécouvrir l'importance de ce métier. Alors c'est très inégal d'être en deuxième rideau. Vous avez des entreprises, moi, comme vous savez, j'ai passé 10 ans dans une grande entreprise de grande distribution, le DRH n'était pas du tout en deuxième rideau, c'était parce que les projets... Première ligne dans votre cas. Voilà, j'étais clairement première ligne, mon expérience aussi, donc ça dépend des boîtes. C'est vrai que la crise Covid a révélé que ce que vous appeliez le couteau suisse, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah ouais. Et quand, notamment, je me souviens très bien, quand le confinement, le premier, a été décrété par le président de la République le 15 mars dernier, ou le 16 mars dernier, vous avez 100% des DG qui se sont tournés vers leur DRH en disant... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai qu'il y a un couple DRH-DG qui s'est sans doute reformé ou formé là où il n'existait pas, et qui s'est renforcé là où il existait. Emmanuel Tognuti, à la question que je posais à Benoît Serre, parce que vous êtes entrepreneur et coach de dirigeants spécialisés dans l'éthique, dans ce débat, comment vous le regardez ? L'idée qu'on essaie de faire le portrait robot du DRH, l'idée qu'on imagine en faire un, ça veut dire que la peinture qu'on avait au XXe siècle n'est plus celle que l'on ferait aujourd'hui au XXIe. Comment vous dessineriez ce DRH aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il aurait comme outil ? Il y a beaucoup de postes de DRH aujourd'hui qui s'appellent DRH et de la transformation. Alors je pense que ça porte bien son nom parce qu'en plus dans la crise sanitaire dans laquelle on est aujourd'hui, on le voit dans les entreprises. Et le couple effectivement DG ou PDG, DRH, transformation fonctionne très très bien. C'est qu'aujourd'hui vraiment le DRH est sur tous les plans. Et je crois que ce qui est important en particulier dans la formation des leaders, dans les programmes de training qu'il a à mettre en place, là, il y a une grosse transformation à mener qui est liée à la culture d'entreprise, qui est liée au comportement que les leaders doivent avoir dans l'entreprise, à la manière dont ils vont conduire leurs peurs, leurs émotions. C'est une énorme transformation à faire. Et là, le DRH, il est au premier plan de cette transformation. D'accord, et je donne la parole évidemment à notre autre invité, François-Xavier Vanini, mais que ce DRH n'a peut-être pas été, alors peut-être que c'est le tropisme de l'émission Smart Job, qu'on a envie de beaucoup en parler, mais on en a peu parlé de ce DRH finalement parmi les directeurs financiers, les PDG, ceux qui sont finalement au cœur, on parlait peu des DRH. Monsieur Tognuti, c'est pour vous. Oui, on parlait peu des DRH. Oui, on parlait peu des DRH, alors que là, vraiment, il est au cœur de la transformation et je crois qu'il va avoir un rôle de plus en plus important dans la manière de mettre en cohérence les comportements des leaders avec la culture d'entreprise, avec les valeurs de l'entreprise, avec la stratégie de l'entreprise, de former au fond ce couple avec le PDG qui est un vrai couple stratégique et qui va permettre de porter l'entreprise vers l'avant. On n'en parlait pas avant. Aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus important parce que la crise sanitaire nous l'a révélé, mais c'était déjà vrai avant au fond. C'est que ce qui fait l'entreprise, c'est l'homme avec un grand H, c'est l'être humain. Et le DRH, il s'occupe de l'être humain en particulier. Et donc, il va y avoir un catalyseur sur cette dimension-là. Et ça, je crois que c'est fondamental pour le futur. François-Xavier Vanini, je vous donne la parole, vous êtes avec nous. Le DRH, vous l'accompagnez, vous accompagnez des entreprises. Tout à fait. Comment vous voyez son évolution ? Je me permets de le dire, puisque c'est tout à fait cohérent avec l'émission qu'on fait aujourd'hui. Le négociateur, tout à l'heure, nous disait, mon premier boulot, là, aujourd'hui, avec des entreprises sensibles, tendues, c'est de réarmer, il utilise ce mot, réarmer la confiance du DRH. C'est-à-dire que c'est un DRH qui, aujourd'hui, avec tout ce qu'il a traversé avec le Covid, se retrouve dans des situations parfois dramatiques, parce qu'en plus de ça, il doit engager des négociations avec les partenaires sociaux, et donc ça veut dire source de tension, source de pression. Oui, le DRH, il a toujours été important au sein de l'entreprise, évidemment. Il est pas en front line, donc on parle un peu moins de lui dans les médias, mais il travaille en interne.
Ces enjeux sont évidemment immenses, et encore plus dans une crise comme celle-là. Il doit à la fois accompagner les dirigeants dans la mise en place de stratégies d'entreprise et accompagner aussi les salariés, les managers, les middle managers dans leur évolution pour faire face notamment à la crise qu'on a connue. Donc ces enjeux sont multiples et hyper stratégiques pour l'entreprise. Benoît Serre, il y a le double enjeu. Ils ont géré la crise Covid le plus vite possible à partir du 16 mars, parce que là, il a fallu s'organiser, les gels hydroalcooliques, les vitres, l'organisation des salariés en visio, les logiciels. Ils étaient prêts, les DRH, parce que moi, j'en avais parlé avec vous à bâton rompu, et je me disais, tiens, il n'y a pas d'école de DRH, on ne fait pas une formation de DRH. Si, il y a une formation, il y a une école. De non, mais on connaît les finances, on connaît des écoles comme ça très prestigieuses, mais moins dans les DRH. Si, il y a des masters, des choses comme ça, mais vous savez, pour l'avoir exercé longtemps, et la fonction de DRH, c'est aussi une fonction de l'expérience, en fait. Exactement. Notamment dialogue social, repérer les signaux faibles, et ça s'apprend difficilement dans les écoles. Hein. C'est l'humain. Que vous sentez ou vous ne sentez pas. C'est le feeling. Il faut avoir, comme beaucoup de mes collègues et moi-même, présidé, je ne sais pas quoi, 250 CSE pour sentir, quoi. Le truc. Sentir le regard, le syndicaliste. Par rapport à la crise et ce qui a été évoqué à l'instant, je pense c'est intéressant de voir qu'on a 4 crises en fait sur les bras. Oui. On a une crise sanitaire, ça on sait, une crise psychologique, une crise sociale, une crise économique. Et les 4 crises, le DRH, il est dedans. Sanitaire pour protéger les collaborateurs, économique avec notamment un certain nombre de décisions qui sont en train de s'opérer, et ça passe heureusement par le dialogue social. Et d'ailleurs, je voulais signaler que pendant la crise, jamais le dialogue social était aussi intense sur le terrain. Les syndicalistes l'ont dit sur ce plateau. Voilà, ça se passe bien dans l'entreprise. Exactement, ça se passe très bien. Ouais. Une crise sociale avec des tensions individuelles et des tensions collectives, et ne perdons pas de vue les tensions individuelles qui aujourd'hui sont en train de se transformer en crise psychologique. Et tout ça, le DRH, il le gère. Alors c'est vrai qu'on en parle moins qu'un directeur financier parce que c'est un métier tellement multifactoriel qu'on a du mal à savoir exactement ce que fait un DRH dans une boîte. Et pour avoir été DRH dans différentes entreprises, quand j'étais, par exemple, DRH du groupe Massif, j'avais pas le même métier que quand j'étais DRH de Laurent. Dans la grande distrib, c'est vrai. Vous voyez, et pourtant, j'avais la même fonction. Juste d'un mot, c'est intéressant d'avoir un DRH qui a eu des fonctions éminentes dans des grandes entreprises. On se situe comment dans la hiérarchie? Je ne parle pas de la hiérarchie juridique, mais dans la hiérarchie informelle. Comment ça se passe, un DRH, par rapport au directeur financier, par rapport au directeur des ventes? Comment ça se passe? Non, mais c'est un vrai sujet, la place du DRH. Il y a deux choses. C'est lié à la position hiérarchique que vous avez, ou vous êtes au COMEX ou vous n'y êtes pas. Ça, c'est le premier sujet. Les choses ont fait que j'y étais à chaque fois. Donc, ça, c'est fondamental. Et la deuxième chose, c'est la personnalité. Parce que la fonction de DRH, elle est très influencée par la manière dont vous l'exercez. Parce qu'elle est technique, il y a des sujets techniques, mais elle est aussi très soft skills, quoi. Ouais, dans le feeling, dans la façon d'être. Ouais, enfin, voilà, vous êtes hyper communicant, vous êtes hyper technique. Ou alors on ferme le bureau. Donc il y a plusieurs formes. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise forme, d'ailleurs. C'est chacun en fonction de la réalité de l'entreprise, de sa propre personnalité. C'est un métier qui est très influencé par la personnalité. On retrouve la même chose chez un directeur commercial. Vous avez à peu près la même, enfin, je pense que vous connaissez ça mieux que moi sur le coaching. On retrouve la dimension personnelle influe beaucoup la manière dont vous exercez le métier. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. C'est le charisme, la personnalité, l'expérience, ce qu'on est capable d'apporter ou de faire infuser dans ses équipes. Parce que le DRH, il doit aussi faire descendre des choses. C'est un métier d'influence. D'influence, c'est ça. Il y a beaucoup de lobbying, en quelque sorte, à l'intérieur de l'entreprise. Oui, bien sûr. C'est une question de personnalité, c'est aussi une question d'empathie et effectivement de responsabilité. Mais je crois aussi que, à la différence d'autres métiers dans l'entreprise, le point un peu unique du RH, c'est qu'il est central. Il y a beaucoup de fonctions qui travaillent de leur côté, qui sont en contact avec les clients, par exemple, comme le directeur commercial. C'est ça que c'est une tour de contrôle, le RH. Voilà, le RH, il est vraiment central et il est en contact avec l'ensemble des employés de l'entreprise. Et je pense que c'est quelque chose d'assez unique dans l'entreprise et c'est aussi pour ça qu'il a un rôle... Benoît Serre, un mot et puis Emmanuel Tognuti sur cette question. Qu'on oublie trop souvent, c'est que la fonction RH dans l'entreprise, ce n'est pas une fonction qui peut fonctionner seule parce qu'elle a des partenaires sociaux. Un directeur financier, un directeur commercial, il va définir sa stratégie. Il n'a pas besoin de prendre un avis. Il est assez tranquille. Je suis assez d'accord. Nous, on a un métier, moi ce que je trouve d'ailleurs aussi intéressant, c'est qu'il faut réussir à convaincre les salariés, la direction générale et les partenaires sociaux nous suivre, au moins de ne pas s'opposer. Et donc on n'est pas totalement seul dans le jeu, en fait. C'est vrai. Alors que dans d'autres fonctions, on est plus... c'est un travail un peu plus démocratique que quand un directeur financier impose sa stratégie. Mais c'est intéressant. Mais ça c'est justement, Emmanuel Tognuti, il y a le volet social, psychologique, il est en première ligne pour essayer d'avoir les signaux faibles, c'est ce que c'est Benoît Serre. Il y a le volet économique, il est aussi là pour négocier avec les partenaires sociaux la mise en place d'un plan, d'une
restructuration. Comment on fait? Excusez-moi de reprendre les mots de notre négociateur du RAID tout à l'heure, mais il disait, nous on met de l'éthique dans tout ça, parce que s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de respect, on ne peut pas engager une négociation correcte. Et c'est d'ailleurs pour ça, parfois, pour le dire un peu brutalement, qu'on a vu des directeurs généraux ou des DRH se faire kidnapper dans leur bureau parce que les négociations se passaient mal. Et je ne parle pas des images d'Air France où l'homme s'est retrouvé la chemise arrachée, torse nu, courant après une négociation, entamant une négociation. Ce sont des images très fortes. Comment on évite tout ça? Comment on crée, malgré la crise, malgré les souffrances, comment on arrive à se parler? Oui. Écoutez, il a même parlé, votre intervenant du RAID, là j'ai écouté avec attention, il a même parlé d'une relation d'amour. Alors c'est très intéressant parce que moi j'ai écrit un livre qui résume tout ça qui s'appelle Le leadership de l'amour, qui est le résultat d'une expérience de 20 ans, parce que j'accompagne des conseils d'administration et des comités exécutifs dans le monde entier depuis 20 ans sur les problématiques de leadership éthique et responsable. Et c'est clair que d'abord, par rapport à ce qui a été dit avant, vous le faites en fonction de qui vous êtes. Donc il y a des modèles de leadership qui sont adaptés à qui vous êtes. On n'exprime pas son enthousiasme, son charisme et son optimisme de la même manière en fonction de qui on est et en fonction de la culture dans laquelle on est. Là, moi, à titre d'exemple, moi j'habite en Suisse, donc on ne s'exprime pas de la même manière qu'en France, rien que pour donner cette comparaison. Mais donc, il doit y avoir une cohérence avec les valeurs. Je crois que ça, c'est très important. Et c'est la question de l'éthique. Moi, j'enseigne cette matière à l'Executive Education de HEC Paris. L'éthique, c'est la mise en pratique des valeurs dans les comportements. Et en fait, le premier point clé, c'est la cohérence avec les valeurs. Si vous dites que vous avez des valeurs comme le respect, la confiance, l'intégrité, il est évident que la manière dont vous allez aborder les relations avec les autres au sein de votre comité exécutif, et là, si vous vous concentrez vraiment sur la relation avec les partenaires sociaux, ça doit être cohérent avec la confiance, le respect et l'intégrité. Si c'est à l'envers des valeurs qui sont affichées dans l'entreprise, je veux dire, ça n'a aucun sens et ça n'a aucune crédibilité. Et je dois vous dire que par expérience, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, souvent, les valeurs sont le cœur de la culture de l'entreprise. Les valeurs sont affichées, elles sont partout, mais en fait, on ne les utilise jamais comme un filtre d'aide à la prise de décision et à la mise en place des plans d'action de leadership. Et ça, c'est une vraie clé. Et le rôle du DRH... Précipité parfois par une crise, par l'accélération d'une difficulté économique, c'est vrai que parfois, passe en avant les enjeux financiers et économiques. Juste, il y a un mot-clé, Benoît Serre, et je vous le pose aussi, c'est l'hybridation. Alors, ça a été développé par une jeune philosophe qui, dans la presse et sur LinkedIn, développe cette idée de l'hybridation et dit le monde s'hybride. On a trop longtemps caché cette idée d'hybridation et forcément, ça impacte le DRH, c'est-à-dire des cadres qui vous disent aujourd'hui, moi je ne cherche pas vraiment à être dans l'entreprise comme salarié, je préférais plutôt être en prestation, moi je préférais bosser à 1000 km. Enfin, ça modifie totalement l'écosystème. Ça évolue, ça. Dire qu'au début, en mars, premier confinement, télétravail, tout le monde avait trouvé que c'était formidable. Là, on a compris que l'hybridation est la seule bonne solution, parce que les gens veulent revenir dans leur entreprise, déjà. Je crois que c'est pas tellement l'hybridation est un sujet, mais l'impact que ça a sur la fonction RH et sur la gestion des collaborateurs, c'est deux choses. C'est la première, c'est qu'on a des collaborateurs qui nous demandent de la liberté d'organisation, de l'autonomie, et donc de la confiance, ça va avec. Et de l'autre, on va devoir, je pense que ça c'est une prospective peut-être un peu lointaine, mais quand même, on va devoir gérer un corps social très différent de ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, c'est plus monolithique. C'est-à-dire des gens salariés sur site, comme d'habitude, des gens à moitié à distance, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui les slashers ou les freelancers, donc des gens qui sont dans l'entreprise et à côté de l'entreprise. Et le sujet de trouver le ciment qui les unira à l'entreprise est un vrai sujet extrêmement délicat et assez différent. Donc je pense que ça va avoir un impact structurel et après un impact législatif. Le temps de travail, les règles de protection du travail, la responsabilité de l'emploi. Vous allez loin, mais c'est ce qui va arriver. C'est tout un tas de sujets qui vont nécessairement se poser. Alors peut-être pas à la fin de l'année 2021. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je vous fiche mon billet que cette affaire réapparaîtra parce que sinon, on aura des textes législatifs du travail qui géreront une forme d'ancien monde quand la plupart des salariés seront dans le nouveau. Donc ce sera un peu compliqué. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous qui êtes implémenté sur des entreprises que vous accompagnez, on est en train finalement d'atomiser d'une certaine manière le travail. On n'est plus dans l'entreprise où les collaborateurs sont mis dans les bureaux. On atomise.
Et donc forcément pour le DRH, c'est plus compliqué parce qu'on est presque en train d'individualiser la relation qu'il va entretenir avec chacun, en fonction de son statut, de son temps de travail. Donc c'est un casse-tête, franchement. Oui, tout à fait. Mais ce que je trouve très, très intéressant, en l'occurrence, c'est qu'on revient sur un sujet qui est l'humain, finalement. Donc l'humain, c'est évidemment pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui a été remis au cœur du sujet avec la crise. Vraiment. Parce qu'on était en danger de mort. Voilà, exactement. Et puis on s'est rendu compte que la valeur de l'entreprise, finalement, c'est ses employés avant tout. Voilà, donc c'est bien de le dire. C'est bien parce que c'est important. Voilà, ça semble bateau, évidemment, mais on avait peut-être un peu tendance à l'oublier. Donc là, on a vraiment réalisé ça de manière très forte. Donc effectivement, les méthodes de travail évoluent, les attentes des employés évoluent, le rapport de force entreprise-employé a un peu changé, il a évolué. Excusez-moi, abruptement, ce sont les employés qui prennent le pouvoir avec cette situation ou pas? Non, mais est-ce qu'ils sont en train de finalement, je le dis de manière un peu conservatrice, en train de faire un peu la pluie et le beau temps, en disant moi j'organise mes journées comme je veux, je viens quand je veux, je viens si je veux. Non, mais c'est pas je sais pas si vraiment il y a une notion de dominance de l'un ou l'autre, mais en tout cas il y a peut-être un équilibre qui évolue effectivement. Un rapport de force qui évolue, oui. Voilà, c'est sûr. Bah oui. Et le besoin de l'employé de ce côté-là, sur d'où il travaille, les horaires, etc. C'était dicté par l'entreprise, on va dire, jusqu'à maintenant. Et effectivement, ça évolue un petit peu et il a de plus en plus de poids dans la discussion, c'est sûr. Bah oui, il travaille chez lui, il peut avoir un coworking, il peut aller bosser à 10 minutes de chez lui. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un rapport de force qui évolue? Et donc le DRH, qui était dans une position un peu centrale, se retrouve lui aussi dans une situation plus délicate. Alors, je ne sais pas si le rapport de force évolue, parce que je ne pense pas qu'il se pose dans ces termes. En revanche, il y a une avocate française célèbre qui s'appelle Emmanuelle Barbara, qui est associée au cabinet Auguste de Gouzy, qui a développé une théorie très intéressante là-dessus, que je partage à 1000%, au-delà du fait que je la connaisse. C'est que tout ce que vous venez d'évoquer est lié à la loi qui prévoit le lien de subordination. Bien sûr. Et Emmanuelle Barbara, elle travaille depuis longtemps déjà sur le fait qu'on va passer à un lien de coopération. La vraie différence, elle est là. Donc, ce n'est pas un rapport de force. C'est que la nature de la relation est différente. Alors, il ne faut pas non plus perdre de vue, les entreprises n'ont pas vocation à devenir des espaces démocratiques permanents, parce que sinon, ça va mal finir. Donc, il ne faut pas exagérer. Vous voyez, vous répondez à ma question en creux. Mais vous avez quand même... Non, mais on voit des mouvements de déhiérarchisation, par exemple. On aura des chefs et des sous-chefs partout. Et donc, le rapport de force n'est plus le même. Oui, mais enfin, moi, je ne pense pas que ce soit un rapport de force. C'est un rapport de confiance qui serait établi. Et, pour reprendre ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est un sujet majeur sur le dialogue social, ça. Parce que on a, en revanche, dans le dialogue social, bien souvent, Laurent Kobler vous l'a dit, un rapport de force qui s'est oui, bien sûr. Et donc, cette espèce de décalage entre le rapport avec les salariés et le rapport avec leurs représentants est assez interrogeant. C'est vrai, ça c'est un autre niveau. En fait, il y a 3 acteurs. Il y a les salariés, pas toujours syndiqués d'ailleurs, et les représentants du personnel, syndiqués pour certains, et qui créent des relations différentes. Avant de nous quitter, j'en suis désolé, le débat est passionnant. Il nous reste un tout petit peu de temps. Emmanuel Tognuti, juste d'un mot. Je voulais juste que vous répondiez à cette question. Ça va peut-être vous heurter, mais le DRH 2.0, vous savez, un peu comme on parle du soldat 2.0 qui serait comme ça augmenté avec des appareils qui... vous y croyez? Parce qu'on a beaucoup d'invités qui viennent nous expliquer qu'ils créent des plateformes d'intelligence artificielle qui accompagnent, c'est l'outil qui accompagne le DRH ou le DRH, c'est comme disait Benoît Serre, quelqu'un qui est dans le feeling, dans l'expérience, dans les soft skills, dans la façon de transmettre, ou c'est les deux? Je pense qu'on trouvera un équilibre, mais enfin pour le moment on n'est pas du tout au DRH 2.0 dans la réalité de ce qui se passe. Bien sûr l'intelligence artificielle peut aider à analyser quelque chose, mais quand même l'intuition, et en fait c'est ça surtout qu'il faut développer. L'intuition ça reste un élément clé, là je suis entièrement d'accord avec Benoît Serre sur ce point-là. Non. Bon, le 2.0 accompagné par une intelligence artificielle, je l'ai vu d'ailleurs une fois dans un comité exécutif, c'était en Angleterre, je dois vous dire que j'avais été surpris, il y avait un petit robot sur la table qui devait aider à prendre une décision au sein du COMEX. C'est la première fois que je voyais ça, j'ai été assez perturbé sur le plan éthique, mais en fait je dois vous dire que le robot nous a fourni une analyse que nous en tant qu'êtres humains on aurait mis 6 mois à analyser sur un point particulier. C'est pas le robot qui prend la décision, l'être humain il est derrière et les leaders sont là pour prendre des décisions. Par contre l'intelligence artificielle elle peut aider à sortir des analyses où nous là on mettrait beaucoup de temps à sortir une photographie de quelque chose. L'IA accélère, permet d'accélérer les processus de décision. L'IA humanise. Parce qu'il donne à la partie humaine de la décision, du recrutement ou peu importe,
une importance énorme puisque tout le reste est réglé par l'IA. C'est ça. Ça, c'est la grande chance de l'IA. Avant de nous quitter, est-ce qu'il faut que le DRH, puisqu'on a évoqué la partie sombre, c'est-à-dire qu'il reçoit évidemment, lorsqu'il y a des plans sociaux, lorsqu'on engage évidemment des négociations pour se séparer de collaborateurs, est-ce qu'il doit se délester de certaines fonctions pour se concentrer sur d'autres? C'est-à-dire, je l'évoquais tout à l'heure en blaguant sur le directeur du personnel, il faisait les payes, enfin bon, mais est-ce que tout ça doit être externalisé, ce qui est déjà plus ou moins le cas d'ailleurs, pour se concentrer sur les métiers de l'humain, sur l'homme, sur la discussion? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, je suis d'accord. Effectivement, il y a plein d'outils. Le DRH a de plus en plus d'outils à sa disposition qui sont des bons outils. Et en externalisant ça lui permet de se concentrer effectivement sur l'essentiel, la valeur ajoutée, voilà, sur la valeur ajoutée qu'il peut amener à l'entreprise. Donc oui, dans une certaine mesure. Le DRH augmenté avant de nous quitter. Externaliser aussi, c'est comme la confiance, l'externalisation. Hein. Ça n'exclut pas le contrôle. Hein. Et donc, oui, je pense que c'est très dangereux que des DRH externalisent des pans entiers de leur métier, parce que leur métier est aussi un métier technique, et un jour on perdrait la compétence de les contrôler, et ça c'est extrêmement dangereux. Donc je crois que tous les métiers sont importants. Vous savez, le premier métier d'un DRH, c'est s'assurer que les gens soient payés en temps et en heure. Ça fait l'administration du personnel, qui aujourd'hui est un peu méprisé comme un petit peu le bas de l'échelle de la fonction RH. C'est une vraie erreur. C'est une vraie erreur, parce que c'est le premier acte de respect du contrat de travail. Après, si vous ne payez pas en temps et en heure les gens, vous pouvez leur parler formation, coaching. Rien. Il dit commencez par me donner ce que vous me devez, après on discute. Donc voilà, donc je pense qu'il y a... Par contre, l'externalisation, l'IA, les systèmes d'information, il y a des entreprises qui développent des trucs absolument incroyables, qui sont vraiment remarquables et qui sont des aides à la décision et au pilotage. Ne jamais perdre la maîtrise de ce que l'on fait. Un jour, on aura un robot ici pour prendre des grandes décisions. Il sera là, le robot. Vous êtes irremplaçable. Et moi, je suis remplaçable, évidemment, et peut-être même par un robot, imaginez. Alors, bon, je ne sais pas s'ils réussiront à faire le même robot que moi, mais un dernier mot. Oui, moi, je pense qu'effectivement, on va vers cette externalisation des choses. C'est la tendance un peu générale. Comme le dit Benoît, effectivement, il faut maîtriser cette externalisation. Et ça s'appuie sur un principe de confiance, évidemment. La confiance, la confiance et le contrôle, j'ai entendu. Merci Benoît Serre, vice-président de la NDRH, l'Association nationale des DRH, senior partner au BCG, et on l'a entendu, ancien DRH. Merci Emmanuel Tognuti, je ne savais pas d'où vous nous parliez, de Suisse, donc. Merci, entrepreneur, coach de dirigeants spécialisés dans l'éthique et prof à HEC, vous l'avez évoqué. Revenez nous voir quand vous faites un détour par Paris après un cours à HEC. On vous accueillera avec plaisir. François-Xavier Vanini, DG France et coach Hub, qui est une très grosse entreprise. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé dans mon introduction. Merci à vous. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. On termine par Fenêtre sur l'emploi. Trouver un job, c'est un vrai boulot. Vous allez voir, c'est ce que nous explique Julien Morisson. Et il a raison. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, je l'ai lancé de cette manière, chercher un job et chercher un emploi, c'est un vrai job. Et on a Julien Morisson qui est avec nous. Vous êtes déjà venu, Julien, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Cabinet BI, vous y tenez beaucoup. Exactement. À l'anglaise. Exactement. Cabinet d'agents pour cadres et dirigeants. Je précise pour ceux qui nous regardent que vous êtes le premier, vous êtes un précurseur, puisqu'on parle des agents artistiques, évidemment on les connaît. Les agents de footballeurs, on les connaît, et c'est parfois un peu sulfureux, mais là vous décidez, vous, d'être un agent pour des cadres. Et je trouve ça tout à fait incroyable d'avoir imaginé cette idée en le modélisant. Ça marche bien d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé. Oui, alors tout à l'heure on parlait effectivement des transformations des DRH. Moi j'étais DRH, donc c'est forcément des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et oui, c'est une activité qui est en plein développement et qui se fait de plus en plus connaître, effectivement. Vous avez évidemment quelques mots à nous dire sur la recherche de l'emploi, sur la manière de faire son CV, mais il y a quoi? Il y a un peu de calinothérapie quand on est agent avec l'agent d'un cadre. Il est en perte de confiance, il ne sait plus trop où il va, il a besoin d'être mis en selle. C'est quoi votre boulot? Alors notre boulot, effectivement, c'est on a de la réassurance sur le marché, bien sûr, de l'emploi, mais on a aussi la détection d'opportunités, des rencontres. Comment je fais pour échanger avec quelqu'un d'un secteur d'activité networking qu'on ne connaît pas, parce qu'en France, on aime beaucoup les silos. Et c'est très compliqué finalement de désiloter. On a aussi des conseils juridiques. On relie effectivement les contrats de travail, les avenants, qui n'est pas forcément un réflexe. On a aussi un peu une prise de température du marché qui est essentielle. Et puis parfois, on permet aussi de sortir un peu de la posture un peu émotionnelle d'une situation pour dire, mais tu sais, l'entreprise, en fait, je m'aperçois que les cadres ont une méconnaissance de l'entreprise. Ils sont restés tellement dans la même tout le temps. Soit dans la même, et puis parfois, ils oublient par exemple la connaissance des IRP. Ils pensent que quand il y a une réorganisation, eh bien, pourquoi ils ne sont pas au courant? Alors parfois, on leur explique, pour dire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les mutuelles, les prévoyances, on parlait tout à l'heure des éléments essentiels des DRH. Beaucoup de cadres que l'on a
ont une méconnaissance du mode de fonctionnement de l'entreprise en interne, Parce que- passer leurs fonctions techniques. Parce que tout ça roulait très simplement, d'une manière Ça très roulait. administrative, dans son quotidien, il n'y a pas de raison On de ne se s'y posait pencher. pas la question. C'est le jour, évidemment, où on trébuche, qu'on se dit, ah bah tiens, C'est le oui. jour, exactement. C'est le jour où on trébuche, où on veut partir ailleurs, et on se dit, mais finalement, j'ai soit pas le carnet d'adresse, ou je veux changer de carrière, comment je fais, ou je vois bien que ça fonctionne par l'algorithme, et comment ça fonctionne, que nous, on intervient. D'abord, commençons, parce que c'est important, vous êtes venu nous en parler, c'est aussi une de vos missions, c'est les réseaux sociaux qui est développé sa marque personnelle sur LinkedIn. Ça, c'est un vrai sujet, parce que je trouve que ce réseau social, moi qui viens d'un univers journalistique un peu différent, est hallucinant, évidemment, de dynamisme, de réactivité. Ça, c'est la première base. C'est une Exactement, première c'est pierre. essentiel. On parlait tout à l'heure de l'IA. Je pense que désormais, on ne peut plus faire abstraction de la nécessité de proposer ces compétences de manière différente. Un, parce que ça ouvre un champ des possibles autre, donc ça c'est plutôt intéressant. Et deuxièmement, parce que 90% des recruteurs passent par LinkedIn. Alors ça ne veut pas dire qu'ils recrutent tous par LinkedIn, Non, mais ils sont très mais ça veut dire connectés à qu'ils sont LinkedIn. dessus. Donc ne pas y être, c'est évidemment s'opérer une partie évidemment du marché extrêmement essentielle. Mais encore faut-il l'utiliser correctement, parce que ça reste un réseau social, et donc ça veut dire d'être évidemment dans un mode de fonctionnement d'utilisation un peu classique et social. Utiliser, communiquer, pouvoir le partager pour que ça soit efficace. C'est Sinon, exact. ça a beaucoup moins de pertinence. Donc, il faut être un peu sur son téléphone et s'y Mais ça pencher s'apprend un peu. très bien, hein. Ouais, ouais. C'est pas, Non, c'est mais- pas très très compliqué, Moi, puis il y a des bonnes formations qui existent. Bon, je vous verrai après l'émission. Il faut savoir s'entourer aussi, d'ailleurs. Là, on en revient à votre mission première. Exactement. Choisir un agent, c'est aussi savoir s'entourer de conseils, parce que, en fait, j'imagine que vos clients, parfois, sont dans une forme de solitude ou d'une sorte d'angoisse existentielle. Il y a deux écueils principaux qu'on observe. C'est soit la solitude, c'est-à-dire quelqu'un qui est en difficulté et qui n'ose pas en parler, y compris dans son foyer, Ouais, notamment c'est- quand c'est la seule personne. Alors c'est souvent des traits plus Ouais. masculins, c'est-à-dire que parfois madame ne travaille pas et donc a les études des enfants et donc en parler quand on rentre, c'est pas facile, c'est pas simple. Et puis il y a aussi puis il y a de la qu'est-ce que je vais pudeur. devenir. Il y a est-ce que c'est ma responsabilité, donc c'est pas forcément évident de cette solitude. Et puis l'autre écueil aussi dans lequel on massait, c'est on se fréquente bien entre nous. Bon, les RH entre RH, les financiers entre financiers, les cadres supérieurs entre cadres supérieurs. Donc ça, c'est très bien, mais ça a clairement ses limites dans l'environnement que nous traversons, surtout que de plus en plus, on Casser les parle, murs. on décilote, on transforme, on essaie, on n'aura plus de parcours linéaire. Les métiers vont évoluer, et donc plus on oxygène, plus on partage avec d'autres environnements, Plus on plus s'ouvre. on rebondit, et puis surtout, on a peur. Vous avez peur de l'inconnu, vous n'avez pas peur de quelque chose que vous connaissez. C'est pas pour autant que vous allez y aller. Mais plus vous pouvez essayer d'avoir des informations ailleurs, plus vous dites, tiens, je vais essayer ça. Julien, ne pas croire les idées reçues du marché caché. Tiens, expliquez-moi ça, c'est très Ça, intéressant. c'est un des grands sujets. C'est un gros sujet, ça. En fait, il y a des chiffres souvent qui circulent. Alors, le marché caché, souvent, vous allez entendre des chiffres comme 70%, 80%. Alors, je me suis quand même renseigné pour essayer de voir un peu. à Oui, quoi c'est ça très correspond. étrange, j'ai vu aussi. En fait, ce sont des chiffres qui datent des années 80. Et durant ces années 80, qui sont assez connexes finalement au marché de l'outplacement qui s'est créé durant cet environnement-là. Il n'y avait pas Internet, évidemment, pas de job board, rien. Et donc, l'essentiel du marché circulait par le bouche à oreille, finalement, par votre environnement. Sauf qu'en 40 ans, on a Internet, évidemment, qui s'est développé. Pour information, dans les années 80, vous savez combien représentait le nombre d'annonces sur Non. 0,8%. Alors qu'aujourd'hui, c'est Maintenant, c'est 80%. Bah on ne oui. peut pas soutenir décemment que le marché, il n'est pas ouvert. transparent. Bah ouais. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui passe par la chasse de tête, ne fait pas partie du marché C'est un caché. thème d'émission que vous soulevez. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, il y a des annonces qui sont publiées, mais elles ont déjà été, elles sont la pourvues. majorité des annonces, en fait, il faut savoir qu'environ une offre sur 10 passe par un chasseur de tête. On est sur entre 5 et 10% environ, qui est un marché caché complètement. Le marché de l'intermédiation en France, c'est environ 30%. Cabinet de recrutement. Les 2 tiers d'entreprises le gèrent en direct. Et je parle que de l'encadrement. Donc c'est important d'être... Et par contre, ce qui est sûr, c'est que vous avez aussi beaucoup de cabinets de recrutement qui recrutent par Twitter, par Insta, parce que nous, nos partenaires recrutent par ce biais-là, et puis qui ont parfois leur site internet en propre, qui ne communiquent pas. Et alors, vous allez dire, c'est du marché caché. Moi, je vais vous dire, bah non, vous avez accès à l'annonce. Par contre, que vous me disiez, mais je ne connaissais pas, Bah, moi, le évidemment. chasseur, c'est OK. Comment vous voulez C'est savoir pas tout à fait la même chose. Ah oui. Et donc, ça Il veut n'est pas dire vraiment que caché, derrière- mais il n'est pas très accessible quand même. Ce qui n'est pas tout à fait Ouais, c'est vrai, c'est vrai. mais pour le coup, ça permet d'avoir un champ des possibles. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça devient un vrai job de savoir rechercher, de trouver les opportunités. Et c'est d'ailleurs notamment pour ça qu'on offre. On est en train de lancer une nouvelle offre qui va être un peu dans la même veine, qui est chasseur de job, à l'instar des chasseurs d'appart. On s'est dit, mais finalement, vous avez des gens qui cherchent uniquement un job. Bah, pourquoi ne pas créer le métier de chasseur de job? Vous revenez sur le marché caché parce que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, je vous le dis, on est en train de préparer une émission sur cette question des marchés cachés de l'emploi. C'est vraiment un vrai sujet, Benoît. Je pense que peut-être viendrez-vous nous rejoindre. C'est un vrai sujet fondamental. Oui. Il n'est pas caché, mais difficile d'accès. Donc finalement, on n'a pas l'info. Merci Julien Morisson. Vous êtes le fondateur du cabinet BI. Exactement. Vous y tenez beaucoup. BI, cabinet d'agents pour cadres. Allez le rejoindre. Il va tout vous expliquer, évidemment. Merci.
Merci Benoît Serre de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de l'émission. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer. Merci à Romain Luc. Merci à Héloïse Merlin pour le son. Et merci à vous qui nous regardez, qui réagissez et qui surréagissez sur les réseaux sociaux. Je serai là demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.